Dans ce journal, nous ferons incursion dans l'univers des maquis baoulés, c'est dans la commune de Koumassi. Nous parlerons également de protection sociale. Le document de la stratégie nationale a été validé. Et puis en Israël, le nouveau gouvernement prête serment ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Je vous conduis dans la commune de Koumassi pour ouvrir ce journal. Escale dans les maquis baoulés de la cité. Il y règne une ambiance assez particulière, nous dit notre reporter Michel Digré. C'est comme si vous étiez à Paquinou. Regardez. Il est 15 h lorsque notre équipe de reportage arrive à Koumassi. Dans notre viseur, un maquis qui serait le point de ralliement de toute la communauté baoulée. L'ambiance qui nous est donnée de voir contraste avec la réputation dont jouit cet endroit, mais c'est aux environs de 17 h que le maquis présente son vrai visage baoulé. Je suis très attaché à la tradition. Je pratique même le boli. Je préfère venir passer mon temps après une semaine de bulle à l'heure, venir me récréer dans le maquis. Nous refusons du monde parce qu'au dimanche, ce n'est pas une fête, mais vous-même vous voyez le monde et les gens continuent de venir. Toujours à Koumassi, mais cette fois au quartier Saint-François, l'horloge indique également l'heure baoulée. Je suis à l'aise ici. Avec des bars, je peux avoir des bars. C'est ici, je suis à l'aise ici. Au début de la crise, nos parents ne pouvaient pas aller au village. Donc, j'ai remarqué que nos habitudes de baoulé là leur manquaient. C'est là que l'idée est venue de créer un espace baoulé pour que les gens viennent s'amuser. Des statuettes en main qui rappellent l'époque de la reine Ablapoku, c'est toute la culture baoulée qui est transportée au maquis. La nourriture n'échappe pas à la règle. En tout cas, en fait, purement traditionnel. Du blé noir, sans huile, sans ajouter les petits trucs. Nous, on fait seulement purement le village. Au rythme de la musique baoulée, la seule jouée dans ces maquis, les pas de danse s'entremêlent, les regards se croisent, le cœur aussi. Plusieurs couples ont écrit les premières pages de leur histoire d'amour ici. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux au quartier Ouenzin, le couple Kouadio. Il a pris mon contact et puis bon après, il m'a rappelé. C'est comme ça c'est parti. Il verra bien, vous connaissez les détails de la chose. Mes petits frères m'ont envoyé là-bas pour prendre un pot. Moi je ne savais même pas qu'il y avait un coin comme ça. J'ai découvert le coin, je l'ai rencontré en même temps. Et ça m'a amené à repartir. Et c'est parti. L'ambiance des villages baoulés transportés sur les bords de la lagune ébriée. Tous les dimanches et jours fériés sont Paquinou dans ces maquis baoulés de Koumassi. Mais comment distinguer ceux qui sont à la recherche de l'ambiance villageoise de ceux qui sont en quête de l'âme sœur? La réponse pourrait se trouver dans les pas de danse. Voilà, c'était le dossier du dimanche, le dossier proposé par Michel Digré. L'art, facteur de cohésion sociale, les responsables du Centre national de théâtre et de cinéma chrétien y croient. Ils initient donc une caravane de sensibilisation sur la discipline. Elle va s'étendre sur tout le territoire national. La cible, les plus jeunes, le Franck Quadio. Le crayon affiné, l'attention figée, le petit Aquila, 7 ans, a déjà la main habile. Son amour pour le pinceau remonte à ses premières poussées de dents. C'est aussi le cas du petit Jean-Manuel, à peine 2 ans et mordu de percussions. 6 mois après sa naissance, on a constaté qu'il avait un goût particulier. En tout cas, un amour particulier pour la musique, mais spécialement pour le tam-tam. Alors très tôt, il a commencé à taper sur la table. Et il imitait des sons qui nous paraissaient quand même assez harmonieux. Et donc nous lui avons acheté un petit tam-tam.
Et là, il a commencé à développer vraiment des choses extraordinaires. Ces talents précoces et d'autres plus tardifs qui ne demandent qu'à éclore sont récupérés par le Centre national de théâtre et de cinéma chrétien qui, à la faveur de son 3e anniversaire, veut aller partout en Côte d'Ivoire prôner par le moyen de l'art un message de paix. Juste après la crise, les églises ont connu des difficultés, les mosquées ont connu des difficultés, les paroisses ont connu des difficultés. Et au travers de l'art, nous voudrons apporter notre contribution. Le thème choisi, la non-violence, facteur de cohésion sociale et de développement durable d'une nation. Cette caravane, selon les initiateurs, va mobiliser plus de 10 000 enfants et 500 adultes tout le long de l'année 2013. Cette information, avant de continuer, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, sera à Abidjan demain, mardi 19 mars, sur invitation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et justement, les présidents d'institutions, ministres et autres autorités administratives, politiques, ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine sont donc invités à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Lutte contre la pauvreté, le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant propose comme stratégie l'entrepreneuriat. Les femmes d'Abobo et de Yopougon ont donc été instruites sur le sujet. On a toujours l'impression que les femmes ne savent pas entreprendre. Elles le savent, elles ont les gènes, elles sont nées avec, surtout la femme africaine. Il faut juste lui dire, dans le monde d'aujourd'hui, comment entreprendre, comment faire de son activité informelle une activité pas seulement plus formelle, mais disons plus durable et surtout bancable. Comment l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire peut-il contribuer à l'autonomisation de la femme? La question était au centre des échanges entre le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et les femmes des communes d'Abobo et de Yopougon. Les experts en la matière, dont le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, ont exposé entre autres sur les secteurs rentables d'entrepreneuriat, l'épargne et les investissements. Un seul message, il faut que la femme entreprenne pour montrer qu'elle est responsable et sortir de la pauvreté. Parce que comme vous le savez, les femmes s'investissent beaucoup dans les activités génératrices de revenus, mais elles demeurent majoritairement dans le secteur informel. Et donc, Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, a pensé qu'il était bon de créer un cadre, ce type de cadre, pour sensibiliser les femmes, pour informer les femmes sur la possibilité donc de créer une entreprise donc sortie du secteur informel pour aller vers le secteur formel. Et pour montrer leur savoir-faire, les femmes entrepreneurs exerçant dans l'agroalimentaire, la joaillerie et la décoration ont exposé leurs différents produits. Reportage signé Juliette Ouéa. La protection sociale, une autre stratégie pour réduire la vulnérabilité des populations. Le document de stratégie nationale vient d'être adopté. C'était au cours d'un atelier le 15 mars dernier. On en parle avec Hamza Diaby. Après plusieurs mois de réunions et de réflexions, le document sur la stratégie nationale de protection sociale validé. Comment améliorer les conditions de vie des populations à faible revenu? La problématique première abordée dans le document. Cette stratégie arrive au bon moment parce que dans cette période de sortie de crise, avec tout ce que cela a constitué comme préjudice au niveau des populations en général et particulièrement les populations vulnérables, cette stratégie de protection sociale va permettre un tant soit peu, si vous voulez, de penser les blessures que les uns et les autres ont pu donc accuser lors de cette crise-là. L'élaboration de la stratégie est aujourd'hui effective grâce aux efforts conjugués du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. C'est fort réconfortant de constater qu'on a le soutien de tous les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, le PAM, l'UNFPA, etc., qui sont tout à fait disposés à nous accompagner pour la mise en œuvre de cette stratégie. Longtemps annoncée, la stratégie nationale de protection sociale réalisée, une bouée de sauvetage pour les populations vulnérables.
Venons-en à présent à la conférence de presse animée par le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Il s'agissait pour lui d'élargir son champ de partenariat en vue de créer de nouvelles filières. Aimé Kouadio. De nouvelles filières de formation professionnelle s'ouvrent bientôt aux jeunes Ivoiriens. L'objectif est de les former aux métiers qui répondent aux exigences des entreprises. C'est une initiative de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB. Pour gagner ce pari, les responsables de l'INPHB comptent sur le Conservatoire national des arts et des métiers, CNAM, un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français. Une particularité dans ce projet, les entreprises vont être associées dans l'élaboration des programmes de formation. L'enjeu, créer une adéquation formation-emploi. Il s'agit de mettre en place des formations qualifiantes ou diplômantes qui peuvent permettre à des jeunes de notre pays de trouver directement du travail. Nous avons rencontré des groupements d'entreprises et nous sommes en train de discuter sur les branches pour lesquelles il existe véritablement des emplois. C'est de pouvoir requalifier un certain nombre de jeunes diplômés qui aujourd'hui se trouvent sans emploi. C'est un constat que nous ont livré les autorités du pays, mais aussi les chefs d'entreprise ou représentants de groupements d'entreprises. Le Conservatoire national des arts et des métiers de Paris et le Centre de préparation au diplôme d'expertise comptable sont aux côtés de l'INPHB pour la formation de nombreux cadres et experts comptables en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années. La page religion de ce journal est assurée par une prière écuménique. Les communautés chrétiennes et musulmanes de Côte d'Ivoire étaient réunies samedi dernier au Palais de la Culture à Trècheville pour prier pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. On retrouve Hamza Diaby. Catholiques, évangéliques, célestes, musulmans, 20 confessions religieuses en tout, unis pour la paix en Côte d'Ivoire. Faire de ce pays le sanctuaire de la lumière de Dieu et implorer sa miséricorde, c'est l'objectif principal des journées de prière pour la repentance, la réconciliation, l'unité et l'amour. Une initiative de l'ensemble des religieux de Côte d'Ivoire et du district d'Abidjan. Vous remarquerez que tous les grands rois n'ont été grands que parce que Dieu était avec eux. C'est ce que nous recherchons pour notre pays, afin que Dieu fasse de nos dirigeants de grands hommes. Le projet est salué par l'ensemble des participants. Il était important de demander d'abord pardon à Dieu, pour que Dieu nous pardonne et que Dieu nous reprenne la main avant que nous ne cherchions à nous pardonner entre nous. Il y a quelques années, quelques temps, on ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait rester ensemble. Mais nous savons que là où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a l'unité, il y a forcément la prospérité. Il y a forcément la grandeur, la ouverture de voie. Et puis regardez aujourd'hui, notre pays est un pays puissant, un pays émergent, qui ne peut pas être en reste. Donc, après ce message qui est donné, chacun l'approprie, va dans sa maison, va dans sa mosquée, va dans son église, et partout, continue de livrer le message de paix, parce que véritablement, nous en avons besoin. De retour chez elle, chaque confession religieuse sensibilisera ses fidèles aux vertus de paix et de cohésion sociale. La prière de clôture des journées est prévue pour le samedi 21 juin 2013 à la mosquée de la Riviera Golfe. Hors de chez nous, en Israël, Benjamin Netanyahou et son gouvernement prêtent serment aujourd'hui lundi. Le premier ministre de l'État hébreu a finalement pu constituer son équipe après près de 40 jours de blocage. Une poignée de main, symbole de la fin de longues tractations. Benjamin Netanyahou a enfin réussi à former un nouveau gouvernement. Il aura fallu plus de 40 jours au Premier ministre pour mettre sur pied cette coalition. Samedi soir, il l'a présenté à Shimon Peres, le président israélien. Nous sommes au devant d'une année décisive pour la sécurité et l'économie. Pour tout ce qui concerne les efforts de promotion de la paix et du changement attendu par les Israéliens. Je pense qu'avec ce gouvernement de coalition, nous serons capables de réaliser des changements dans tous ces domaines et pour tous les Israéliens. Ceci est ma mission. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou prend aussi en charge les affaires étrangères. Le Likoud, son parti, contrôle 2 autres postes clés, l'intérieur et la défense. La défense est confiée à l'ancien chef d'état-major Moshe Yaalon. La grande nouveauté, c'est surtout l'absence des ultra-orthodoxes. Dans toute l'histoire de l'État hébreu, il est très rare qu'ils ne participent pas au gouvernement.
En revanche, le parti libéral et laïque Yesh Atid y fait son entrée, conséquence de sa 2e place aux législatives de janvier. Son fondateur, l'ancien présentateur télé Yair Lapid, devient ministre des Finances. Autre nouveau visage, Naftali Bennett, nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le chef du parti sioniste La Maison Juive s'oppose à tout État palestinien. Alors qu'il est réputé proche des colons, son parti obtient aussi le très sensible ministère du Logement. Et on le savait depuis février, la centriste Tzipi Livni est la nouvelle ministre de la Justice, avec une mission supplémentaire, celle de conduire les négociations avec les Palestiniens. Ce nouveau gouvernement, constitué de profils très différents, doit prêter serment devant la Knesset ce lundi, soit 48 heures avant l'arrivée en Israël de Barack Obama pour une visite officielle de 3 jours. Et puis retour sur cette information avant de nous dire au revoir. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, sera à Abidjan demain mardi 19 mars sur invitation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Les présidents d'institutions, ministres et autorités administratives, politiques, ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine sont donc tous invités à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Merci de nous avoir suivis.